Mon avis, comme le vôtre, n'a aucune valeur. La seule chose qui compte, c'est la donnée scientifique. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis le docteur Jacques Franzoni, je suis médecin généraliste sur M. Aujourd'hui, nous allons décrypter le vrai dans la vaccination et retirer tout le faux. Alors, la première question effectivement qui revient le plus souvent, c'est justement, on n'a pas assez de recul sur ce vaccin. La vaccination et les études sur la vaccination, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volume de patients. Donc, quand on fait une étude, on prend un groupe que l'on vaccine, un groupe que l'on ne vaccine pas, et on regarde au cours du temps l'apparition de la maladie dans les deux groupes. Si on est vacciné et qu'on tombe malade, c'est que le vaccin ne marche pas. Par contre, si on est vacciné et qu'on ne tombe pas malade et que chez les non-vaccinés, il y a des malades, c'est qu'effectivement, le vaccin est efficace. Le vaccin le plus étudié jusqu'alors était le Prevnar, donc c'est le vaccin contre le pneumocoque qui est injecté aux enfants dès l'âge de 2 mois. Pour avoir un nombre suffisant de patients pour dire que le vaccin était efficace, il a fallu 3 ans pour en avoir 17. On est en pleine pandémie mondiale. L'étude sur le coronavirus, et notamment le vaccin Pfizer, est beaucoup plus puissante puisqu'il y avait déjà 22 000 et 22 000 personnes. Et là, en 3 mois, vu qu'on est en pleine pandémie, au lieu de 3 ans, on a eu 170 malades dans le groupe non vacciné. Donc ça veut dire qu'on en a eu 10 fois plus en, vous comptez, 12 fois moins de temps, puisqu'on est passé de 3 mois à 3 ans. Donc c'est ça qui compte dans une étude, c'est ça qui donne la puissance de l'étude et qui donne sa valeur. L'étude de Pfizer, non seulement elle est plus efficace, elle a été plus rapide parce qu'on est en période de pandémie, mais en plus, en termes de surveillance au moment de la création de l'étude. Sur le Prevnar, il y a eu 3 zones de surveillance à J2, J14 et entre 1 et 2 mois, alors que pour le Pfizer, il y a une surveillance quotidienne depuis plus de 6 mois, qui est passée hebdomadaire maintenant, depuis plus de 6 mois. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la vaccination. Il n'y a jamais eu d'études aussi importantes dans la vaccination. Il faut se dire que même pour des médicaments qu'on utilise dans l'infarctus ou dans l'AVC, on utilise 2 à 3 fois moins de patients dans les études pour valider les médicaments qu'on injecte aux malades. Il faut savoir une chose, cette étude qui était parue dans Lancet, elle a été faite par un médecin qui a créé un vaccin d'hépatite B, qui a fomenté une étude sans accord de patient, sans aucune donnée scientifique réelle, pour montrer que tous les autres vaccins d'hépatite B que le sien provoquaient des maladies. Les reviewers du Lancet, une semaine après, se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir, ont invalidé l'étude, le mal était fait, l'information était propagée, le médecin a été retiré de l'ordre des médecins anglais, n'a plus le droit d'exercer depuis 30 ans. Aucun vaccin au monde ne provoque de maladies supplémentaires par rapport à la population générale. Par exemple, dans le vaccin de Pfizer, il a été dit qu'il y avait des paralysies faciales qui arrivaient. Quand on regarde sur les études, et là maintenant on est à 68 millions de doses injectées dans le monde, le taux de présence de paralysie faciale dans le groupe vacciné est identique à celui dans la population générale. Effet secondaire, ça dépend de quoi on veut parler. Parce qu'il y a, quand on fait un vaccin, quelque chose qui s'appelle la réactogénicité. Alors, c'est un mot un peu savant parce qu'on aime bien utiliser ça en médecine. Juste pour dire qu'on veut générer une immunité, donc générer une protection du corps vis-à-vis du virus. Et donc, notre corps, quand on injecte le vaccin, on n'injecte pas le virus, quand on injecte le vaccin, notre corps va générer une réaction immunitaire et donc va pouvoir faire, comme dans le vaccin de la grippe, de la fièvre, mal de tête, des courbatures, fatigue, une rougeur au point d'injection. Tout ça, c'est quelque chose de classique et qui est présent dans tous les vaccins, qui est parfaitement connu, qui est complètement normal, puisque c'est ce qu'on demande au corps de faire, justement. En revanche, en effet indésirable grave, vu qu'on est sur un vaccin qui a encore moins de composants que les vaccins habituels, qui a un ARN messager qui n'est présent que moins de 48 heures dans le corps, on est quasiment certain qu'il n'y aura pas d'effet plus que pour un autre. Pour le coup, l'étude de Pfizer, non seulement c'est la plus puissante de l'histoire, mais en plus c'est probablement la plus transparente de l'histoire, puisque dès la sortie de l'étude, on peut retrouver toutes les données de l'étude de Pfizer. On a même accès à tous les données patients qui sont anonymisées, bien sûr, au cours de l'étude. Donc la composition du vaccin est parfaitement connue. Ce vaccin ARN messager contient forcément de l'ARN messager, ça on s'en serait douté. Alors l'ARN messager, notre corps a au niveau de nos cellules un système d'identification. Pour faire simple, en gros, vos cellules, elles ont un petit drapeau avec votre photo. Et quand vos cellules immunitaires passent devant, elles reconnaissent votre photo, elles n'attaquent pas. Si je donne mon cœur à quelqu'un ou un de mes reins, on est obligé de lui donner des médicaments immunosuppresseurs
pour que ces cellules à lui, quand elles vont passer devant mon drapeau, puisque j'ai donné mon rein ou mon cœur, ne m'attaquent pas et ne fassent pas un rejet de la greffe. Et les bactéries et les virus ont ce système aussi. Ils ont leur petit drapeau, le coronavirus, la grippe, la gastro, ce que vous voulez. Et eux essaient de le cacher pour ne pas montrer leurs photos, pour ne pas se faire attaquer. Quand on fait un vaccin, en fait, on apprend à notre système immunitaire à les reconnaître néanmoins. Les premiers vaccins étaient faits à base de virus vivants atténués. Donc, on injectait la variole ou la rage atténuée. Et donc, notre système immunitaire reconnaissait le virus, et donc notamment son drapeau avec sa photo, et s'habituait à l'attaquer. Depuis bien longtemps, on a compris que ce n'était pas la peine d'injecter complètement le virus et qu'on pouvait injecter juste les petits drapeaux avec la photo. Donc, la majorité des vaccins qui sont faits actuellement, en fait, on n'injecte que le petit drapeau. Le DT polio, le vaccin de la grippe, tout ça, on n'injecte que le petit drapeau. Habituellement, le seul qu'on fait de manière régulière, c'est le rougeole oreillon rubéole, qui est encore un vaccin vivant. C'est le seul, mais qu'on fait à nos enfants dès l'âge de 1 an. Sinon, on n'injecte que le petit drapeau. L'ARN messager, c'est le mode d'emploi du drapeau. C'est comment fabriquer le petit drapeau du coronavirus. Ça a été découvert dès le mois de février par le laboratoire BioNTech, qui a réussi à isoler au niveau du coronavirus le mode d'emploi de ce petit drapeau. Et donc, le petit drapeau, on l'entoure d'une petite couche de lipides, de gras, pour pouvoir rentrer dans la cellule et dire à la cellule, vas-y, fabrique pendant 48 heures le drapeau du coronavirus. Cet ARN messager avec son petit gras, il est mis dans du sérum physiologique. Il y a un petit peu de sel dedans pour maintenir le pH, pour que ça ne fasse pas mal. Et d'ailleurs, les gens qui sont vaccinés peuvent témoigner, on ne sent pas qu'on est piqué, qu'on est vacciné. Donc, ARN messager, un peu de gras, un peu d'eau salée et tout autour des cristaux de sucre, du saccharose, qui au moment de la surcongélation à moins 70 permet de protéger l'ARN messager. Et c'est tout. Au bout de 48 heures, l'ARN messager est détruit entièrement et on refait une injection donc 3 à 4 semaines après. Près de 40% des morts en France viennent des EHPAD, alors qu'ils représentent beaucoup moins que 40% des habitants français, les résidents d'EHPAD. Donc c'est vraiment la plus grande proportion, plus un personnel qui est malade aussi et qui peut contaminer et être facteur de transmission de la maladie, puisqu'on sait que c'est des supercontaminateurs, qu'il y a certains supercontaminateurs qui vont disséminer à 70% de la population. L'EHPAD a été choisi parce que, un, il représente 40% des morts. Deuxièmement, c'est la première zone de cluster en France, devant les entreprises, devant les milieux scolaires et universités, devant tout le monde. Les restaurants, bien sûr, on ne les compte pas, puisqu'ils sont fermés depuis longtemps, les pauvres. Et c'est la première zone de mortalité. Donc clairement, on est sur un argument de santé publique, puisque là, on veut diminuer la pression hospitalière, on veut diminuer le nombre de morts, et on ne peut malheureusement pas vacciner 60 millions de personnes tout de suite. Et il a fallu faire des choix, et les choix, c'était de cibler sur une population restreinte, d'avoir le maximum d'effets. Effectivement, les patients d'EHPAD ne vont pas forcément aller dans les services de réanimation. En revanche, ils vont remplir les services d'hospitalisation et mettre une grosse pression hospitalière et empêcher que les autres patients ne puissent être soignés parce que les médecins, les infirmiers et tous les soignants sont occupés à soigner plus de patients de Covid. Les médecins, on est formés dès notre plus jeune âge à ce qu'on appelle la lecture critique d'articles. C'est-à-dire qu'on nous donne des articles médicaux, on nous apprend à dire « non mais là, il y a des biais dans l'étude, on arrange les chiffres pour donner l'impression que ce que je dis c'est vrai, alors qu'en fait, je n'en ai pas de preuves ». Et c'est ça qui a pollué le débat dès la première vague, c'est que des gens de manière très autoritaire ont voulu imposer leurs idées, alors qu'ils n'avaient aucune preuve. Et le problème, c'est que même quand on sort une étude, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est vrai. Tout le monde se plaint quand les politiques viennent sur les plateaux télé aux élections présidentielles en manipulant des chiffres. Et les médecins, c'est exactement la même chose. Pour essayer de faire parler d'eux, ils peuvent sortir des chiffres qui ont l'air très bien comme ça, mais vu qu'on n'a pas pu analyser les données, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et vu qu'ils le disent de manière très élégante, les gens les croient. Et c'est vrai que ce problème d'autorité médicale et de vérité arrangée a permis un certain complotisme, une certaine défiance vis-à-vis du monde médical, alors qu'en fait, là, moi, ce que je vous donne, c'est en plus sourcé. Il y a les sites où vous pouvez aller consulter les données, ce sont des données officielles, des données qui ont été recueillies de manière scientifique et pas l'avis de la tante Ursule ou du cousin Fernand. Mon avis, comme le vôtre, n'a aucune valeur. La seule chose qui compte, c'est la donnée scientifique. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous avons des règles déontologiques très strictes, c'est-à-dire que si on fait du compérage ou l'apologie d'un vaccin, ou d'une boîte pharmaceutique ou n'importe quelle autre, on est condamné et nous sommes interdits d'exercer. Donc clairement, moi aujourd'hui, je suis pas là pour faire la promo de Pfizer, je m'en moque de Pfizer. En revanche, pour l'instant, même si Moderna commence à arriver un petit peu, c'est Pfizer qui a fait la plus grosse étude et qui a l'étude la plus puissante en termes d'efficacité. Et il y a déjà 68 millions de doses de Pfizer injectées dans le monde. Et tout se passe bien. En France, on est à plus d'1 million de vaccinés et on a eu 4 cas d'allergie.
pareil pour les fausses informations, parce qu'il y a eu l'histoire des Norvégiens où il y aurait eu des morts en Norvège. Et donc, l'Agence norvégienne du médicament confirme bien que les vaccins ont été injectés à des patients qui n'auraient pas dû être injectés et qu'ils n'ont aucun problème de sécurité sanitaire avec le vaccin Pfizer et qu'ils continuent sans problème. Effectivement, il y a eu beaucoup de discours dans les médias qui ont été rapportés par des professionnels de santé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation, parce que c'est ce que j'ai dit en préambule, il y a trop d'informations et on ne sait plus quel est le vrai du faux.